tout de suite, nous poursuivons avec un beau duo. Sonepar, accompagné de Microsoft. Ils vont répondre à la question comment transformer la relation client dans un groupe B2B leader mondial sur son marché. Messieurs, c'est à vous. Merci. Fabrice, merci pour ta participation à cet event. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller au vif du sujet. Parle-nous un peu de Sonepar, s'il te plaît. Alors oui, j'ai l'exercice à faire systématique d'expliquer qui est Sonepar. On n'est pas très connu. Donc c'est un des plus gros groupes français à l'international. 26 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Je disclose rien en disant qu'on va dépasser les 30 milliards cette année, enfin en 2022. Donc 45 000 personnes, on est leader mondial de la distribution de matériel électrique à la destination des professionnels. Donc, tous les produits, Schneider, Legrand, ABB, je dois en citer 3 sinon on va avoir des soucis, à destination de l'artisan jusqu'à des grands groupes, grands et larges installateurs comme Vinci Énergie, pour citer des Français. Donc ce groupe-là, il a été créé en 1969, il est détenu par une famille donc il n'est pas coté, ce qui nous permet d'avoir une certaine vision à long terme et on a moins la pression du court terme. Malgré tout, ça reste du retail et donc du retail, ça se monitore tous les jours puisqu'on va générer à peu près 1 million d'orders par mois et donc c'est vraiment un travail de retail tel que vous pouvez le connaître dans des groupes internationaux. La vision que nous, on pousse à l'international, c'est d'être le premier dans le secteur du B2B retailing electrical à disposer d'une plateforme omnicanal globale, donc sur l'ensemble du périmètre global, que ce soit le e-commerce, que ce soit le offline, c'est-à-dire dans les agences de distribution. Donc pour vous donner une idée, rien que sur la France, il y a 600 agences. Et donc d'être capable de fournir cette expérience seamless, mobile, web, physique, sur l'ensemble de la chaîne de services. Donc pour arriver à ça, on a lancé un vaste plan d'investissement. Donc on investit 2 milliards sur la partie supply chain et 1 milliard sur la partie omnicanalité. Donc pour fournir ce service, c'est-à-dire le perfect order, celui qui est délivré le bon produit, le bon service au bon endroit, sur le bon timing, on doit être capable de fournir ça systématiquement dans un contexte de réduction d'émissions de CO2. 40% des émissions mondiales, le bâtiment. La partie matériel électrique a forcément un poids assez élevé dans ces 40%. Donc on a un rôle à jouer en étant le leader mondial. Le marché global fait à peu près 400 milliards de dollars. On en fait donc un peu plus d'une trentaine, en étant les leaders mondiaux. Donc une concentration assez faible. Les challenges, peut-être, dont on peut parler et qui nous amènent à partir sur cette voie-là, c'est un ensemble de changements, d'attentes plus personnalisées de la part de nos clients, des nouveaux produits, toujours plus d'innovation de la part de nos partenaires fournisseurs, des modèles de distribution qui changent, la façon dont on délivre nos clients, et à la fois en termes de produits et de services, est en constante évolution. Des paradigmes de prix et des attentes sur l'ingénierie financière qui est différente, et un écosystème qui s'enrichit avec des partenaires. On n'est plus uniquement dans une relation client et distributeur, mais également un ensemble de partenaires du côté de nos clients que l'on doit gérer. Et pour ça, on a une réponse stratégique qui se décline sur différents axes, qu'on peut résumer data pour la partie supply chain et la partie omnicanalité dans le go-to-market. Alors dans ce contexte concurrentiel et en pleine évolution, vous avez créé un programme, Spark. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails de ce programme? Tu peux nous en dire? Alors, je dirais c'est une plateforme, c'est un produit plus qu'un programme. Ce qu'on souhaite faire, c'est organiser le dialogue constant entre notre client et les équipes Sonepar tout au long du cycle de la relation du client. Donc dans ce cycle-là, vous avez du début, quand il rentre chez nous, jusqu'au moment de la vente, jusqu'au moment où on va lui fournir un service d'après-vente, post-livraison et sur toute la chaîne, il faut organiser tout le temps ce dialogue. Les projets CRM classiques
vous avez un projet, effectivement, d'un côté, et c'est la décorrélation avec la partie e-commerce qu'on souhaite complètement casser. Donc il faut qu'il y ait cette vitrine permanente et ce dialogue constant. Ils utilisent les mêmes outils, ils utilisent la même plateforme, que ce soit le client ou ce qu'on appelle l'associé chez Sonepar, c'est-à-dire nos collaborateurs. Donc cette boucle-là que vous avez en permanence, elle s'exprime à travers les étapes de e-commerce, de service client, de suivi des ventes, de marketing automation, et on fait suivre ça en permanence, quel que soit le sens, au sein de la même plateforme. C'est le seul moyen, à notre opinion, d'assurer une expérience sans couture. Nos jonctions internes qu'on doit faire entre différents services, différents outils, doivent être complètement transparentes. Cette plateforme doit nous apporter ça. Donc ce qui est en enjeu sur cette plateforme, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires. Que ce soit dans les agences, sur le e-commerce, sur le mobile, tout le monde utilisera la plateforme. Par ailleurs, on souhaite, et on a annoncé, Sonepar va lancer la première plateforme marketplace à cette échelle-là dans la distribution B2B de matériel électrique, avec une marketplace qui va prendre son envol en France cette année. Donc l'idée, c'est le one-stop shop, que notre client, dans sa puisse remplir sa camionnette de l'ensemble des produits dont il a besoin, que ce soit des produits de matériel électrique ou l'ensemble des produits complémentaires dont nous ne sommes pas les distributeurs, mais que des partenaires pourront distribuer à travers notre plateforme. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans la fabrique de la plateforme, la factory que tu diriges, Fabrice. Et est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus en détail et nous donner quelques résultats un peu chiffrés de là où vous en êtes aujourd'hui sur l'avancée des avancées? Donc moi j'ai rejoint le groupe Sonepar en fin 2020. Donc pour vous donner une idée de là où on en est, aujourd'hui la Digital Factory de Sonepar, c'est 300 experts. Il y a à peu près donc 75 personnes également en plus qui travaillent dans les différentes filiales de notre groupe et qui travaillent sur le programme. C'est un ensemble qui représente 17 nationalités qu'on fait travailler ensemble à travers 3 hubs qui sont à Paris, à Dallas et à Montréal. La particularité aussi de ce qu'on essaye de faire, c'est que on doit gérer cette Digital Factory, c'est un réseau d'experts qu'on coordonne. Donc vous n'avez pas une espèce de tour de contrôle à Paris qui régit le monde en entier. Non, c'est vraiment l'ensemble des équipes. Il s'avère qu'elles sont localisées certaines à Dallas, certaines à Montréal et certaines à Paris. Mais c'est probablement parce que c'était là où on a trouvé les talents, et les talents qui sont souvent dans nos filiales, mais qui étaient méconnus. Et donc on a ramené dans cette Digital Factory pour pouvoir avancer le plus vite possible en prenant le bénéfice de leurs connaissances métiers. En termes d'achievement, donc décembre 2020, les premières lignes de code, premier démarrage sur la Belgique avec 25 clients qu'on appelle Friends and Family. Donc des clients indulgents. Et puis on a fait une série de go live en France, Italie, Norvège, toujours à peu près sur les mêmes périmètres. Et 2022, ça a été le scaling. 150 000 clients qu'on a basculé dans cette nouvelle plateforme. Notre objectif à fin 2023, c'est gérer 1 milliard d'euros d'orders dans la plateforme, sachant qu'en 2026, on doit atteindre le chiffre d'affaires du groupe. Donc il y a une courbe exponentielle à pouvoir assumer. Global Platform, on ne peut rien faire sans ce qu'on appelle le Digital Inside. Donc si la transformation de l'entreprise passe que par la partie e-commerce et ce que je vous ai expliqué auparavant, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un écosystème qu'on transforme, à la fois sur la partie infrastructure, support, applicative, soit classique, type ERP, soit les PIM, donc, pour pouvoir nous accompagner. Les volets RH, donc cet ensemble est transformé et moi je m'occupe sur le Digital Outside donc du programme Spark, il y a une partie Data Lake aussi qu'on fait avec Microsoft notamment, et on s'appuie sur des partenaires technologiques dont pour ce qui nous concerne Publicis Sapient, Hitachi Solutions et puis les EPAM et Miracle pour la partie Marketplace. Alors effectivement, tes retours d'expérience et les bonnes pratiques que tu souhaites partager avec la salle en synthèse. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur la première partie, que vous avez compris à peu près de quoi on parlait. Simplement, quand on veut faire un programme de cette taille, et si modestement je peux partager quelques
quelques leçons apprises ou les choses qui marchent bien en tout cas. Évidemment, la long-term vision, et ça dans un groupe familial, c'est effectivement un luxe qu'on a et qui nous permet de travailler sur le temps long. Et ce sont des programmes de temps long. Et un alignement stratégique. On parle de transformation de l'entreprise, on ne parle pas d'un projet digital. Donc de transformation des pratiques à tout niveau de l'organisation, que ce soit dans les warehouses, dans les agences, sur le terrain pour nos commerciaux itinérants et évidemment pour nos clients. Et donc cet alignement, il doit être vraiment travaillé dans le détail. Ensuite, pour ce qui concerne la Digital Factory, on a beaucoup travaillé sur une prise de décision décentralisée. Chaque profil sait quelle décision il peut prendre sans appeler son chef, sans attendre un comité Théodule, le steering committee machin, pour prendre une décision. Non, chaque profil prend sa décision, il doit prendre des inputs de tel et tel profil, et les seules choses à suivre de manière obligatoire, cybersec, legal, RH, classique, et finance de temps en temps, donc pour pouvoir opérer sa décision. C'est un projet qui doit aller vite, et on ne peut pas aller plus vite que l'élément le plus lent. Donc si on doit attendre que le chef prenne une décision, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un travail, et c'est parfois contre nature. Dans des organisations classiques, c'est parfois contre nature. L'autre sujet que je voulais porter à votre attention, c'est que l'architecture de ce que vous construisez soit vraiment découplée. Ce que vous voyez à droite, c'est quelques exemples de solutions qu'on a couplées pour faire fonctionner la plateforme. Je ne sais pas, on a une vision, mais je ne sais pas de quoi sera fait le futur. Je ne sais pas comment mes clients vont changer de comportement, quels seront les nouveaux besoins qu'ils vont avoir. Et je ne peux pas avoir un monolithe à gérer. Donc il faut que je puisse enlever tout ou partie de ma plateforme facilement et pouvoir les remplacer par quelque chose qui répondra aux nouveaux besoins des clients. Et ça, c'est un exercice complexe qui nécessite de la haute ingénierie et notamment une application très très poussée du DevOps. Le rythme à laquelle on fait des releases, pour rappel, Amazon en fait 150 000 par jour. Il y a toujours un truc qui change chez eux, que ce soit du serveur jusqu'à des choses que vous voyez. Donc 150 000 releases par jour, on n'en est pas là, nous, et on n'a pas forcément ce besoin, mais on en fait 2, 3, 4 par semaine. Et donc votre capacité à faire des releases, c'est un symptôme de votre capacité à régler des problèmes rapidement. Quand on en sera arrivé au bout, c'est à peu près 40 000 € minute, 24-24, 5-7, donc ce qu'on doit gérer. Donc chaque minute où la plateforme est arrêtée, où il y a un problème, c'est ça le coût qui est derrière. Donc c'est ça qu'on doit piloter. Et donc le DevOps et les pipes que vous allez mettre derrière vont vous permettre de gagner en rapidité là-dessus. Et c'est aussi un très bon symptôme de la capacité de votre organisation à être efficiente. Pour vous donner quelques indicateurs, au-delà du nombre de releases, le temps pour un software engineer qui nous rejoint pour avoir, en fonction de son profil, accès à tous les softwares, c'est 1 minute. 1 minute, on met son profil et sur tous les logos que vous avez juste au-dessus, il a ses profils. Le temps qu'il nous faut pour mettre à disposition l'ensemble de l'écosystème ready pour être configuré pour une nouvelle filiale dont on vient faire l'acquisition, c'est 5 minutes. En 5 minutes, l'ensemble de la plateforme est prête. Après, il y a quelques mois de configuration derrière. Et enfin, le chaos engineering. On est tous dans une situation où on peut se faire crypter du jour au lendemain. Et face à cette menace, il y a classiquement, j'ai été DSI dans le passé, on faisait des plans de continuité et puis on les testait une fois par an. Il est outdated, le plan, le jour d'après. Quand on fait 3-4 releases par semaine, forcément, vous changez des choses et le plan que vous avez prévu ne fonctionnera pas le jour où vous en aurez besoin. Donc pour ça, il y a des méthodes et des technologies qu'on appelle chaos engineering qui vous permettent en permanence de tester des choses qui sont débranchées. Donc on a les chaos monkeys, on a l'équipe qui a pour mission de débrancher des câbles en permanence et de vérifier ce qui se passe et de vérifier que la plateforme est résiliente. Et donc ça aussi, quand vous avez un objectif de faire 40 000 € minute, vous devez être en capacité de réagir très rapidement si vous êtes attaqué. Si un de nos partenaires, qui est un des logos, se fait attaquer et tombe, comment on fait en sorte que la plateforme continue. Voilà, donc c'était ces exemples-là que je voulais partager avec vous, et puis qu'on aura peut-être l'occasion de voir
juste après. Oui, Fabrice sera là pour l'événement de networking à 16h, donc si vous souhaitez poser des questions, échanger avec lui. En tout cas, merci beaucoup Fabrice pour ce partage et pour ton leadership sur ce projet ambitieux et important pour... Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous.